Je crois qu'en 2017, j'ai vu 10 médecins. J'ai donc fini par obtenir du soutien après avoir vu 10 médecins. Et en fait, l'intervenant était assez étonné que je n'avais pas pris de congé de maladie ou que je n'avais parlé à personne jusqu'à ce moment-là. Le diagnostic de NMM est tombé après environ 7 ans. Je cherchais des réponses. Ça avait commencé en 2010, je dirais. J'avais mon doigt qui tressautait un peu. Je le remarquais quand je tapais. Je levais mon petit doigt, puis il se mettait à tressauter. Et puis ma main s'affaiblissait, alors j'ai été rencontrer un neurologue. Ce neurologue m'a diagnostiqué un nerf coincé, il m'a dit de l'enrouler d'une serviette, que ça irait. Puis je suis devenue enceinte en 2011. Et j'ai commencé à remarquer que je boitais. Mais je me disais que c'était en raison de ma grossesse. Une fois que j'ai eu le bébé, je boitais toujours et ça s'aggravait. Et j'avais vraiment cette impression d'être déséquilibrée. Alors je suis retournée chez mon médecin et j'ai dit que je boitais. Je me disais j'ai besoin de physiothérapie ou d'aide, enfin. J'ai tout essayé, ce que je pouvais, pour essayer de retrouver mon équilibre, mais rien ne fonctionnait. J'ai été voir un physiothérapeute, il était perplexe. J'ai été voir un ostéopathe, lui aussi était perplexe. Puis finalement, j'ai fini par aller chez un podologue pour obtenir des semelles orthopédiques. On a regardé mes jambes et j'ai dit, regardez, une de mes jambes est plus mince que l'autre. C'est étrange. Il m'a regardé, il m'a dit, ça c'est neurologique. Vous devriez vraiment retourner chez votre médecin. Alors je suis retournée chez mon médecin et j'ai dit, bon, là quelque chose ne va pas. Et je me suis dit, est-ce que je dois vivre avec une jambe comme ça pour le reste de ma vie? En fait, il était assez empathique. Il m'a dit, ce qui nous manque, c'est un plan. Il a dit, je vais vous envoyer chez un autre neurologue. Et ce neurologue n'était pas un spécialiste du squelette musculaire. Alors, il ne pouvait pas vraiment m'aider. Mais il m'a aidé immédiatement à identifier le fait que j'avais de l'atrophie à la fois sur ma main et ma jambe. Ça devait être vers 2016. Et c'est la première fois, la toute première fois, que j'établissais un lien entre les deux choses, qui, dans mon esprit, étaient tout à fait distinctes. C'est lui qui m'a aiguillée vers un spécialiste en musculo-squelettique et il a fait un test pour l'anticorps GM1 qui est souvent un marqueur ou un symptôme de NMM, mais il n'est pas toujours présent. Et je n'avais pas ce marqueur. Alors, il m'a dit, bon, je ne suis pas vraiment sûre, revenez me voir dans 3 mois. J'y suis retournée 3 mois plus tard et j'ai dit, bon écoutez, dites-moi pourquoi vous croyez que je n'ai pas la NMM. La raison pour laquelle je voulais vraiment tourner cette vidéo, c'est que j'avais vu une vidéo d'une autre patiente, pas au Canada, ailleurs, et quand je l'ai vue parler de ces symptômes et des choses qu'elle ressentait, j'ai tout de suite fait le rapprochement. Alors le neurologue a dit, bon, ça va, on va essayer l'IGIV pour voir si vous réagissez. Et j'ai réagi en quelques jours, en 5 jours. Les gens qui ne savaient pas que je suivais un traitement me disaient, ah, vous marchez beaucoup mieux, qu'est-ce qui s'est passé? Et de mon côté, je remarquais que ma force de préhension était bien meilleure. Malheureusement, ma première réaction a été très mauvaise en ce qui concerne la première dose. Pendant 2 jours, j'avais une céphalée presque visuelle. C'était comme si on me bombardait avec des lasers dans le cerveau. Mais une fois que j'ai franchi ce cap, le traitement a débloqué quelque chose en moi. Littéralement, j'ai vu ma main se déverrouiller, mon pied se déverrouiller. J'ai été stupéfaite. On ne sait jamais, quand on reçoit le traitement, si ce sera efficace et à quelle vitesse ça agira. Moi, j'ai eu de la chance. Le traitement a agi assez rapidement. Il y a beaucoup de gens... Enfin, je sais que ça peut prendre jusque 6 mois avant de voir une réelle amélioration. Mais pour moi, l'IVIG a vraiment été un traitement transformateur. Mon programme de perfusion est 2 jours par semaine, toutes les 3 semaines. Je me déplace un peu plus lentement, je ne fais plus de jogging. J'essaie de rester en forme,
d'être active autant que possible, mais j'ai aussi de prendre le temps de me ressourcer, de me détendre. Vous savez, quand vous êtes atteint de NMM, vous payez si vous faites trop d'exercice le lendemain ou le surlendemain. Quand vous dites à quelqu'un que vous avez cette maladie, ils vous prennent un peu en pitié. Et moi, je n'ai pas pitié de moi, je suis soulagée. C'est dur pour moi de vous expliquer à quel point j'ai été soulagée d'avoir un diagnostic. Le diagnostic, pour moi, ça signifiait que ce n'était pas dans ma tête, que c'était réel. La NMM est un casse-tête. On essaie d'assembler tous les morceaux. Il m'a fallu 7 ans pour y arriver, pour que les pièces s'emboîtent les unes dans les autres et que je trouve un diagnostic. Je suis allée à ma première conférence de la Fondation en 2019 et pour moi, ça a été un moment révélateur d'être dans la même pièce avec des personnes qui comprenaient le parcours du patient que je vivais. J'ai eu l'impression de beaucoup apprendre de la Fondation et de la communauté et je voulais vraiment que d'autres personnes puissent profiter de mon expérience. Vous savez, je me suis sentie seule pendant si longtemps et d'enfin trouver un autre groupe qui me comprenait, qui comprenait ce que je vivais, qui était là pour m'aider. J'accepte que j'ai cette maladie, que je l'aurai probablement toute ma vie, mais j'accepte aussi les éléments positifs qui ont découlé des contacts que j'ai établis à cause de la NMM. La plus grande difficulté de mon parcours jusqu'à présent, c'est ce sentiment d'avoir bonne mine. Vous savez, les gens vous regardent et ils ne savent pas forcément que vous êtes atteint de NMM. Et ça peut être une malédiction ou une bénédiction selon le cas. Cela signifie que j'ai beaucoup de chance. Je fais partie des gens qui ont réagi à l'IVG et je fonctionne à un niveau vraiment élevé. Il y a certaines choses que je dois expliquer, même à mes proches parfois. Je dois leur expliquer, je suis fatiguée ou je suis désolée, j'ai un peu de brouillard cérébral aujourd'hui. C'est le genre de petites choses qui font que la NMM est la maladie des 1000 coupures de papier parce que ce sont de petites choses qui ne sont pas forcément évidentes pour quelqu'un qui ne le vit pas, mais ces petites choses s'additionnent. Et je pense que c'est ça la partie la plus difficile. Beaucoup de gens qui vivent avec une maladie chronique donnent le meilleur d'elles-mêmes, masquent certains de leurs symptômes et essaient de ne pas être un bâton dans la boue, essaient de maintenir le pas et de suivre les enfants. Alors c'est important d'être conscient. Pour la population en général, vous savez, ce qui est vraiment devenu manifeste pour moi, parfois si j'ai marché très longtemps, je recommence à boiter et quelqu'un le remarquera. Et on me dira, est-ce que quelque chose ne va pas avec votre jambe? Mais vous boitez. Et ça, évidemment, ça me touche. Je comprends. Je pense qu'ils essaient de dire quelque chose de bienveillant, mais peut-être que c'est mieux de ne pas parler du handicap de quelqu'un, vous savez, lorsque vous le remarquez, parce que ces choses peuvent être décourageantes, même si cela est dit parce que cette personne se préoccupe pour vous. Alors, il ne s'agit pas, si vous voulez, de laisser la maladie vous définir, permettre à la maladie de vous donner une nouvelle empathie pour d'autres personnes qui sont atteintes d'autres maladies. Essayez de rester positif, trouver des choses qui vous plaisent. Je pense qu'il faut se concentrer sur les choses qu'on peut toujours faire. C'est ce qui peut vous aider à rester positif et à ne pas accepter, succomber à cette fatalité, plutôt vivre avec la maladie. Il faut apprendre à vivre avec la maladie, c'est ce qui compte. Soyez informés, nous sommes rares, s'il vous plaît, partagez.